L'Angleterre va foutre une valise à la France pour se venger de l'année dernière. L'Italie joue mieux que la France. Galtier aurait dû écarter les trentenaires pour permettre aux U20 de jouer plus les champions du monde. Et ouais, aujourd'hui c'est toi qui produis la vidéo. Parce que nous, on a nos avis bien tranchés, on vous les partage souvent, mais là pour le coup c'est vous qui nous donnez vos avis et nous qui jugeons. Ça fait du bien d'échanger un peu les rôles parce qu'on a l'habitude en fait d'en prendre plein la tronche. C'est comme si vous mettiez de la merde devant un ventilateur dans la chambre des enfants. Et ouais, vos commentaires ils sont un peu salaces des fois. Au passage, dans cette vidéo, il n'y a pas de collaboration commerciale rémunérée, mais je vous présente quand même Chilton que vous connaissez déjà, qui me suivent depuis longtemps et qui me partagent des fringues. Et il y a ce petit sweat, le petit hoodie blanc là qui est vraiment cool, je vous mets le lien dans la description, vous avez 10%. Et donc pour ces unpopular opinions, il y aura Coach X, le mec qui essaye de mettre un système de jeu en place en 1-3-3-1 avec des U8. Et de l'autre côté, on a évidemment, j'étais obligé de faire appel à lui, il n'y avait pas d'autre choix parce que je pense que c'est le roi quand même des unpopular opinions. J'ai présenté Nogodix. Salut, merci encore pour l'invitation. Effectivement, les avis impopulaires, j'ai un petit peu amené ça dans le rugby sur TikTok, notamment. T'es un TikToker maintenant aussi, donc il faut le dire. Hein. Et ouais, j'ai bien hâte de faire ça avec toi, j'avoue. Ouais, je suis pas totalement un TikToker, c'est pas encore installé trop sur mon téléphone, mais il y a un mec qui s'en occupe pour moi, merci à Mathieu. Et c'est d'ailleurs lui qui va nous envoyer par texto les avis que vous avez mis sur internet et sur lesquels on va vous juger. Un peu, ça va nous faire du bien. Galtier sans Ibanez, ce n'est plus le Galtier visionnaire et conquérant. C'est Isabelle Lozaccio 6067 qui nous a dit ça. Et en vrai, quand on voit maintenant après plusieurs matchs de 6 nations, etc., que ça se passe pas forcément de la même manière pour les Bleus, est-ce que c'est si impopulaire que ça? Mais à la fois, je trouve que c'est peut-être trop tôt pour tirer des conclusions quand le staff a bougé, etc. Mais j'aime bien le fait que, après c'est vrai, et je pense que tu le sais aussi, un staff, c'est pas juste un homme aussi. Donc évidemment, quand tu retires certains éléments d'un staff, des fois ça ne fonctionne pas forcément de la même manière. Mais intéressant d'appuyer ce point-là en tout cas, je trouve. Ouais, mais c'est un peu dur de dire ça parce que c'est quand même Galtier qui est à l'origine du projet, il a réussi à fédérer les mecs. Ibanez faisait partie du projet, mais ça veut dire que si tu fais sortir Ibanez du projet, le projet n'existe plus. Ouais, c'est vrai que vu comme ça c'est sûr, mais bon, à la fois quand tu construis un staff, comme je le dis, c'est pas juste un homme qui a une idée et qui a ses pions qu'il place, etc. Un petit peu, c'est vrai qu'un petit peu quand même, mais à la fois non, moi je trouve intéressant cet avis. Ouais, moi je valide. Moi aussi en fait, j'avoue, en plus je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est comme Jeff Dubois en 2014-2015 quand le Stade Français ils sont champions. Jeff Dubois est là, mais c'est Quesada qui est manager, et quand Jeff Dubois part en équipe de France, il passe de champion de France à 12e de top 14. Ça a été un super coach, un super manager de l'équipe de France pendant 4 ans, mais faut pas oublier quand même qu'il a eu des gros soucis de relationnel. Pour la petite anecdote, quand il bossait au Stade Français, quand il a commencé à entraîner, c'était du genre à appeler l'analyste vidéo le 31 décembre à 20h en lui disant mon loulou, maintenant tu vas pas en soirée, tu viens avec moi, j'ai besoin de bosser. Le mec il t'a tué ta soirée quand même. Après, c'est la passion, c'est le rugby. Moi tu m'appelles le 31 décembre, je viens de faire ton analyse vidéo, y a aucun problème, avec plaisir. je vais t'appeler, tu vas voir. Avis impopulaire de Sensik. L'Angleterre va foutre une valise à domicile et laver l'affront de l'an passé. Waouh! Ça... Franchement, c'est possible, on est d'accord? Non, moi c'est pas possible. Je suis désolé, on est pas bien dans ce tournoi à destination. On est en difficulté, je l'admets. On n'arrive pas à développer notre jeu, oui. Mais les Anglais ne sont pas très bons non plus. T'es sérieux? Non mais les Anglais sont pas très bons. Non. Attends. Tu vas te mouiller un peu, Noé. Tu prends plus de plaisir à voir la France jouer ou voir l'Angleterre jouer depuis le début du tournoi? Pas de langue de bois. Joker. Pas de langue de bois. Joker. Non, mais c'est vrai qu'on galère, mais on a gagné en Écosse. C'est vrai. Voilà, et je pense qu'on reste supérieur à cette équipe anglaise pour le moment. Alors après, on peut s'enliser dans un match de merde comme contre l'Italie, c'est sûr, mais je pense qu'on est supérieur et qu'on gagnera. Alors ils vont venir avec, bien évidemment, tout l'aspect émotionnel de la défaite l'année dernière et tout ça, c'est un facteur important. Mais je ne pense pas qu'on tombe face à cette équipe. Je les trouve, effectivement, peut-être un peu plus organisés, un peu plus intéressants à regarder, et ça fait mal de le dire, mais je les vois pas supérieurs à nous. Ouais, après, je pense que sur leur système de jeu, ça a pas énormément évolué. En revanche, tout ce qu'ils font, ils le font avec énormément
énormément de vitesse, c'est-à-dire que tous leurs patterns ils sont connus, mais c'est comme l'Irlande, tout le monde les connaît. Par contre, ils arrivent à McDo dans la ligne, ça vient de fracasser, etc. Là où nous, t'as l'impression que les courses sont pas dans le bon timing et qu'on a vraiment du mal à utiliser la balle. Et honnêtement, c'est les équipes quand même qui utilisent le ballon qui sont les plus récompensées. Donc ouais, pour moi, ils peuvent venir gagner en France. Bah moi ce que j'apprécie, et je suis d'accord avec toi sur ça aussi, sur cette équipe anglaise, c'est surtout en fait devant je trouvais que ça manquait un peu de liant sur ces dernières années, c'était un peu compliqué. Et là en fait je trouve qu'ils les mettent bien dans l'avancée pour ensuite pouvoir jouer derrière, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vrai que ce pack, si on le prend pas correctement, ce pack anglais, ça peut être vite compliqué. Mais de là à prendre une valise à domicile, je ne suis pas d'accord, monsieur Senchink. Non, ok, d'accord, c'est vrai, la valise un peu trop, mais ça va être un match de rugby, je pense que ça va pas être une déculottée comme l'année dernière. Wieniawski, pardon, excuse-moi si je prononce mal ton nom, qui dit l'Italie joue mieux que la France. Et là je vais dire un truc. Ouais. Non, ouais. je suis pas d'accord. Bah ouais. Je suis pas d'accord, et je suis pas d'accord pour une raison très simple. Mais je sais que voilà, on aime beaucoup parce que c'est vrai quand on voit l'Italie cette année, on voit les mouvements face à l'Angleterre qui étaient intéressants, etc., etc. Pour moi, l'Italie a un énorme déficit de puissance devant. Enfin, énorme déficit surtout quand il manque les Negri et compagnie. T'es obligé d'envoyer du jeu, de faire de répéter des gammes à permanence parce que si tu laisses le ballon devant, au bout d'un moment, tu vas te faire dominer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la France avait quand même un peu pris l'avantage devant face à eux en première mi-temps et qu'on a campé dans leurs 22 mètres littéralement. Alors après, on n'a pas su scorer, etc. Je suis d'accord. Mais globalement, cette équipe italienne, elle n'est pas dominante devant. Et jouer bien au rugby, c'est aussi dominer devant. Donc je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Par contre, oui, derrière, ça récite des gammes. Ça se trouve assez bien, c'est beau. Mais si t'es pas dominant devant et que t'es pas énormément dans l'avancée, au final, tu ne crées pas grand-chose. Je sais pas, j'ai pas forcément de métaphore. Je cherchais une métaphore, j'en ai pas. Mais, mais franchement, tu veux que je te dise, ta métaphore, elle était parfaite pour parler des Italiens. T'étais là, ouais, derrière, on répète des gammes, on se fait des passes et tout. Mais c'est ça. Franchement, on aurait dit des danseuses. On dirait même pas que tu parles d'une équipe de rugby. Mais moi, c'est le feeling que me donne cette équipe italienne. C'est le gros boulot de Quesada, c'est de se dire, ok, j'ai pas la puissance devant pour le moment, parce qu'attention, les U20, ça commence à créer des joueurs puissants. J'ai pas la puissance pour le moment. Derrière, j'ai des mecs avec des mains et du talent. Et bien, on va essayer de réciter des gammes jusqu'à que ça passe. Ouais, mais après, ils arrivent en fait aussi en multipliant des séquences, au bout d'un moment, à créer des décalages, à mettre la défense en retard et à franchir grâce à ça. Et devant, franchement, quand tu dis qu'ils sont dominés devant, on a gagné, je crois, 2 pénalités contre eux en mêlée sur les 30 premières minutes. Après, on en prend 2 contre nous aussi. Ouais, c'est vrai, mais je parlais surtout dans le jeu courant, c'est-à-dire que je les trouve souvent dominés un petit peu à l'impact, etc. Je trouve que c'est quelque chose qui leur a manqué face aux Anglais notamment. Mais oui, comme tu le dis, ça va, mais c'est quand même un de leurs problèmes. Aujourd'hui, tu les mets face au pack irlandais, qui est un des packs les plus solides du monde. Il n'y a pas eu photo, et ils se sont fait ultra dominer, tu vois. Ouais, bah nous aussi. Nous, ben oui, mais je suis complètement d'accord avec toi, mais je nous ai quand même trouvé supérieurs à eux là-dedans, quoi. On n'a pas l'impression qu'ils ont des gros porteurs de ballon comme on va avoir comme Meafou, etc., comme Tuilagi, notamment en deuxième barre, mais en revanche, par contre, moi j'ai trouvé que ça tapait archi dur en défense. En défense, t'en as un qui vient cogner très fort en bas et l'autre qui vient t'impacter très fort en haut contre Roquet. Franchement, ils nous ont mis en difficulté. Et ça, pour le coup, on peut le donner au crédit de l'avion populaire, je suis assez d'accord avec toi. Alors attention, avis de Rino Bourou. L'équipe de France à 7 avec Dupont battrait le 15 de France qui a joué contre l'Italie et Dupont avait vu venir la mauvaise performance française, d'où son investissement dans le 7. Bah là on est même pas dans l'avis impopulaire, on est dans la théorie du complot. On est dans la théorie du complot. Dupont, il a eu un feeling, il s'est dit ok, ça va être trop compliqué, je vais aller là où c'est plus simple. Attention, vous avez vu l'état physique de Dupont à la demi-finale et à la finale, c'est extrêmement difficile le 7, aucun joueur sensé ne fait ça juste pour échapper à des trucs plus durs. Le 7 c'est très très difficile et en plus, truc supplémentaire par rapport à Dupont, ne pensez pas que c'est juste lui qui se fait sa petite aventure, chill, on va se régaler au 7, etc. pendant que les autres galèrent. C'est une prise de risque énorme sur sa carrière. Imagine ça ne fonctionnait pas, là on voit que ça fonctionne bien, mais imagine il est pas bon. Pour son image, pour plein de trucs, c'est une prise de risque énorme je trouve personnellement. Oui. Ouais mais imagine l'inverse, imagine si ça marche et qu'il revient pas au 15. Franchement je me marre au 7. Là, ce serait un drame, et je pense que le Stade Toulousain va il irait de plusieurs millions pour le faire revenir s'il faut, mais... Ouais, mais bon. Tu vois, si on gagne les JO, la Fédération Française, elle va racheter son contrat à Toulouse et... ciao, Dupont. Le trou de la Fédé va continuer à s'agrandir si ça gagne les Jeux Olympiques, ça c'est sûr. Hein. Après, pour revenir à l'avis, non, le 15 de France battrait forcément l'équipe de France à 7, parce que l'équipe de France à 7, c'est des répétitions d'efforts très intenses où techniquement, faut être très propre, mais par contre, ils sont pas habitués à venir batailler en permanence dans les rucks comme il peut y avoir sur le rugby à 15 où il y a beaucoup plus de phases combattues et peut-être un peu et surtout beaucoup moins de phases courues.
Dams 7706 qui nous dit jouer sans Dupont pendant 1 an est primordial et il faut se détacher de la Dupont dépendance. Alors, franchement, d'accord. Comment on se détache de la Dupont dépendance quand après un seul match, on insulte notre numéro 9 pendant des heures sur les réseaux sociaux? Comment vous voulez mettre en confiance les potentiels remplaçants? Et d'ailleurs, il y a eu, je sais pas si t'as vu les mots de Maxime Lucu à ce sujet-là, enfin ce qui a été sorti par rapport au fait qu'il l'a extrêmement mal vécu, etc. Par contre, je suis plutôt d'accord avec Dams. Je pense que d'ailleurs, on a parlé du Seven juste avant, donc ça rebondit plutôt bien dessus. Ça peut être intéressant de se défaire de cette Dupont dépendance, mais à la fois, est-ce que t'es obligatoirement dépendant du meilleur joueur du monde? Je pense aussi, tu vois. Évidemment, il a un impact sur la performance, ça c'est sûr. Mais après, pour s'en détacher, le truc c'est que Lucu, il a été dans ce rôle de remplaçant pendant 3 ans au sein du 15 de France et qu'il a jamais eu sa chance et t'as l'impression qu'il est jamais venu challenger et même qu'il a jamais eu la volonté de challenger Dupont. Est-ce que si tu prenais pas un profil comme Le Garec qui est plus jeune, qui aurait été plus en train de vouloir challenger Dupont? Parce que c'est un petit peu l'impression que moi j'ai eu pendant un moment, c'est que tu gardais Lucu, qui certes était bon, était un joueur complet et tout, mais parce qu'il faisait pas trop de vagues pour pas trop challenger Dupont. Bah ça c'est de la gestion humaine, donc c'est en inside qu'ils le savent, mais en vrai c'est intéressant, parce que ce que tu veux dire c'est que c'est peut-être le remplaçant idéal en fait, Lucu, c'est-à-dire le mec il va pas te faire de bruit, il va faire des rentrées intéressantes, mais à la fois il reste derrière Dupont quand il est là. Bah je pense que pour casser la Dupont dépendance, il faut quelqu'un qui soit capable de faire du Dupont, et ça, est-ce qu'il y en a beaucoup sur cette planète? Ça existe pas, tu peux pas faire comme un ça n'existe pas. Du coup, ou alors il faut des facteurs un peu X sur d'autres postes dans ce cas-là, c'est possible aussi, tu vois. Avis de Yakas Jérémy, 4982, Lucu est meilleur que Le Garec parce qu'il est meilleur au pied. Vas-y, j'attends ton avis, parce que là j'ai un avis bien tranché. Lucu, moi je le trouve extrêmement fort au pied, il connaît, mais comme tous les 9 professionnels, toutes les zones du terrain, quand tu es notamment dans cette fameuse zone entre tes 22 et les 50, en fonction de la distribution de la couverture adverse pour te trouver des 50-22, mais ils le connaissent tous ça. Après, Le Garec, j'ai l'impression que peut-être qu'il est un petit peu moins fort au pied, peut-être un petit peu moins précis, mais il compense avec d'autres avantages. Quand tu vois le style de jeu que les Bleus veulent mettre en place, on passe beaucoup par le numéro 9 pour déposséder, la fameuse dépossession, etc. Je pense que ça fait quand même partie des gros aspects du jeu qui ont penché en la faveur de Lucu. Lucu, tu penses? Ouais, de Lucu, parce qu'à l'UBB, il te sauve des matchs par son pied, tu vois. Et c'est très régulier. Et je pense que juste le staff s'est dit, bah écoutez, nous on a envie de se faire ce style de jeu-là, où dans notre camp on prend aucun risque, juste on va occuper. Bah prenons aussi celui qui est probablement le meilleur dans cet aspect du jeu. Et en fin de match, on a le dynamiteur Le Garec si jamais on a besoin de traverser le terrain. C'est mon avis. Je pense que c'est ce qu'il voulait jusqu'à présent, mais là, et tu te rends compte que quand tu as le ballon, tu sais plus l'utiliser, et donc peut-être que tu vas revenir avec un profil de 9 un peu plus joueur pour envoyer un peu plus de jeu. On a Zeno X qui nous dit Tuilagi est incroyablement fort, mais s'il n'est pas encadré, il va devenir un aimant à carton rouge. Exemple, coup de poing dans un molle contre l'Écosse ou crampon dans un Italien. Ouais, alors là, moi je réponds direct, c'est un joueur professionnel et puis ça fait partie du jeu, la règle du pas vu pas pris. Et c'est la même chose pour les arbitres, faut arrêter de cracher sur les arbitres quand ils voient pas des choses. Les piliers et les deuxièmes lignes, au bout d'un moment c'est la même chose, pas vu pas pris. Non mais oui, pas vu pas pris, mais même, je trouve pas que ce soit le profil de joueur ultra discipliné non plus. Quand on voit la Coupe du Monde du vin, je l'ai trouvé plutôt en place et peu indiscipliné. Avec l'USAP, j'ai pas souvenir d'une agression de sa part non plus. Pour le coup, je suis pas sûr de ça. Et puis même, on voit aussi chez les jeunes, je rebondis un peu plus de manière large, on est quand même en mesure maintenant de créer des vrais professionnels à 19-20 ans. Après, t'es mené contre l'Angleterre, Fabien Galtier te fait monter en numéro 3, bah là, le mec il va commencer à péter sa petite durée, il va t'en le fameux Tuilagi numéro 3 qui revient encore dans le débat. Tu connais ce genre de match que t'es en train de gagner de pas beaucoup, où l'arbitre fait pas son boulot, faut que tu fasses le ménage toi-même. Hop, tu fais craquer ton joueur et puis il te fait le ménage. Ah bah c'est sûr. Ah, ça peut faire partie des profils qui le font le ménage, ça c'est sûr. Avis de Le Chat 2132. Galtier aurait dû écarter les trentenaires pour mettre des champions U20, quitte à ce qu'ils commencent remplaçants. Gap, la différence entre le niveau U20 et le niveau professionnel top 14, il y a déjà une marche, mais après avec le niveau international, les grands, il y a une marche qui est plus grande. Donc oui, tu as des jeunes U20 qui commencent à embrayer en équipe de France pour certains parce qu'ils sont réellement au-dessus. T'en as d'autres qui font leurs armes en top 14 ou en Pro D2. Et c'est marrant parce qu'on en parlait il y a juste avant avec Nogodi au téléphone. C'est quand tu
as construit ton groupe pendant 4 ans ou 3 ans avec des mecs et que tu te dis ok, je repars sur le même projet avec le même groupe et je vais intégrer les mecs au fur et à mesure, t'es pas prêt en fait à tout casser ce que tu as vécu avec les mecs pendant 3 ou 4 ans, les mettre sur le côté et dire allez hop les jeunes, c'est bien, vous avez été champion du monde U20 mais vous êtes même pas titulaire en top 14, je vous mets en équipe de France. Non, c'est sûr, et t'as raison. En fait, je pense qu'on néglige, et c'est normal parce que nous on a un point de vue extérieur, on néglige trop l'aspect humain. L'aspect humain, surtout pour une après-coupe du monde loupée où les mecs ils veulent pas rester sur une défaite avec les Bleus, etc. Tout changer, c'est extrêmement difficile. Et je pense qu'en plus il y avait une vraie volonté de gagner très vite avec cette équipe de France, et je pense que ils se sont dit ok, on a gagné pendant très longtemps avec ce groupe là, on va juste continuer sur au moins ce tournoi là histoire de gagner avec cette équipe de France, et comme ça on fait pas tout un chantier à seulement quelques semaines d'une nouvelle compétition qu'il faut absolument gagner dans les têtes pour faire du bien. Et je pense que c'est un peu tout ce mélange là qui fait que humainement c'est dur d'enlever les anciens. On a peur de reconstruire un truc tout nouveau à l'aube d'une nouvelle compétition et d'un nouveau cycle finalement, parce que tu me parlais de cycle et je suis totalement d'accord avec toi, sauf que c'est pas forcément les joueurs les plus performants, même en championnat, depuis le retour de la Coupe du Monde, on le sait. L'exemple le plus parlant pour moi, et honnêtement je pense que la sélection au final, avec un peu de recul, c'était pas forcément un cadeau, c'est Danty. Je trouve que Danty, depuis son retour en Coupe du Monde, en club, n'était pas forcément le plus performant. Il a été sélectionné avec cette équipe de France. Compliqué, on sent qu'il manque d'impact, etc. On sait le joueur que c'est, il peut être incroyable, il peut terrasser des équipes adverses pendant tout un match. On l'a vu en préparation de Coupe du Monde face à l'Australie. Il est pas drôle, hein. Il est pas marrant. Il est pas marrant quand il est en forme, ça c'est sûr. Mais je pense qu'honnêtement, il mesure combien ? 1m81, 110 kg. Mais malheureusement, je trouve que voilà, typiquement, c'est le profil où on se dit ok, on a confiance en lui, on a l'habitude. Mais je pense pas que la sélection ait été un cadeau pour lui non plus, honnêtement. Pour revenir sur l'avis impopulaire, tous les champions du monde du 20, c'est pas possible. Mais je pense qu'il y en a certains, évidemment, on aura envie de plus les voir. Royce, toi t'aimes bien ce profil. On n'a pas de gaucher. Enfin, franchement, au niveau international, c'est dur de jouer. Ah ouais, c'est vrai. Un turnover, je pense qu'il y en a besoin et on le voit maintenant dans ce tournoi. De là à mettre plus de champions encore, non, ils sont pas tous prêts. Ouais, ça c'est sûr, par contre. De là à mettre plus de champions encore, non, ils sont pas tous prêts. Ouais, ça c'est sûr, par contre. Tous prêts. Petit bonus, alors c'est le dernier. Oh, c'est le monteur, c'est Mathieu qui nous fait son avis impopulaire. C'est l'avis de Mathieu là. Allez, c'est parti. Attention parce qu'il nous connaît tous les deux, il est capable de nous mettre dans la merde devant tout le monde. Heureusement c'est pas un live. Mathieu, franchement t'es renvoyé si tu nous mets dans la merde. Ou on cut. Au vu de la performance impressionnante à Bayonne l'année dernière et cette année, est-ce que Lopez pourrait être rappelé vu sa qualité de meneur qui nous manque, surtout derrière ? Je vais commencer à répondre, évidemment, parce que premièrement, c'est un gaucher. Deuxièmement, vu qu'on joue pas avec le ballon et qu'on s'amuse à mettre des coups de pompe, au moins il a un coup de pompe. Et puis en défense, ça sera pas pire que Jalibert. Oh, c'est dur avec Jalibert. Récemment, ses perfs sont pas si mauvaises. Contre l'Écosse, il nous fait 10 plaquages quand même. Attends. Sur la défense, on va remettre les choses dans leur contexte. Quand t'es en quart de finale de la Coupe du Monde, que à 10 mètres de ta ligne, tu viens essayer d'arrêter Etzebeth lancé, qui vient te chercher et que tu essayes de l'attraper au ballon, c'est qu'il y a un souci. Je sais pas, jette-toi dans ses jambes, au moins il va trébucher. Mais... C'est qu'il y a un souci, ou alors que tu as vraiment confiance en ta capacité à percuter Etzebeth. mais oui, c'est vrai que... Il s'est fait aplatir comme une crêpe là. T'as un rouleau compresseur qui lui a marché dessus. Mais après, pour sa défense, moi, même si je le prends aux jambes, je me fais aplatir comme une crêpe pour le coup. Donc, ouais, mais il y a le pourcentage de chance qui trébuche sur toi en te marchant dessus. Tu sais, quand il va essayer de viser ta tête, c'est sans faire exprès, ça se coince. Exactement. Il y a plus de chances que d'essayer d'aller lui faire un câlin. Ouais, non, je comprends. Non, pour en revenir après au sujet plus de Lopez, moi personnellement, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que le top 14 lui va bien, mais que c'est quand même pas le même rythme, et je suis pas sûr que le rythme du niveau inter lui aille forcément bien non plus. Alors qu'il aille avec le style de jeu des Bleus, je l'entends, mais qu'il soit adapté au rythme global du niveau international. Tu vois, je me dis, actuellement tu mets Camille Lopez face à l'Irlande. Je suis pas sûr que ce soit le profil le plus en mesure de faire un bon match. Par contre, je suis à 1000% d'accord qu'il est ultra performant à Bayonne. C'est probablement l'un des meilleurs joueurs du championnat. Mais je pense que le rythme lui va parfaitement bien. Je pense que l'équipe qu'il a autour lui va parfaitement bien aussi. Et c'est pour ça qu'il se régale autant à Bayonne d'ailleurs. De là à le voir au niveau international, je suis pas forcément d'accord. Par contre, le pied gauche, on y revient. On y revient. Et ça, c'est vrai, pour le coup, c'est un truc qui pourrait nous faire du bien. Après, il y a deux choses. Moi, je suis d'accord avec toi sur le rythme. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il a dit. Ou même il disait, je crois, dans une interview, qu'en fait, le rythme
de top 14, on s'en rend pas compte nous, mais ça s'arrête jamais, c'est-à-dire que tu as fini ta saison, t'embrayes déjà avec la prépa physique et tout, et que là, après 14 années, ou je sais pas quel âge il a, ou 12 années de top 14, il est rincé de chez rincé, et donc lui rajouter des matchs dans les pattes, même lui, je pense qu'il en aurait pas envie. Et concernant le style de jeu, qui irait bien avec l'équipe de France, en réalité, je pense qu'il pourrait être très bon avec l'équipe de France si on avait un système de jeu plus comme l'Irlande, avec le système de jeu où vraiment tu viens agresser, et en fait le 10 distribue énormément. En fait là, j'ai l'impression qu'en équipe de France, on attend d'avoir ce moment de rupture où le mec va percevoir une information et venir casser la ligne tout seul. On n'est pas sur un système de jeu où tu réussis à franchir en déplaçant le ballon, en usant la défense. C'est ça, on attend pas de lui de traverser le terrain, quoi, tout simplement. Alors que des fois, Jalibert, on attend un petit peu cette étincelle-là où on se dit, ok, peut-être que il va sentir un coup, il va traverser le terrain, il va nous permettre de débloquer, avoir le facteur X en poste de 10, quoi, finalement. C'est ça, c'est un game changer, Jalibert, c'est comme ça qu'on l'a appelé, et maintenant on attend ça de lui tout le temps. Lopez, par exemple, en équipe d'Irlande, je suis persuadé que ça marche. Bah moi aussi, pareil. Tu vois, je suis certain que ça marche. Il a le jeu au pied, il est très bon sur la lecture. Ah ouais, et une gestuelle parfaite, ça serait un profil... on va faire une pétition pour qu'il devienne irlandais, voilà. On lui offre la capacité de jouer avec l'équipe d'Irlande, c'est parti. Il faudrait qu'il signe au Munster, qu'il y reste 5 ans, et puis peut-être que ça le fera. À mon avis, il est bien à Bayonne, il se fait ses petites dernières saisons. Et il a bien raison. Bon, il me reste 1 minute pour clôturer, avant que j'ai plus de place sur ma carte mémoire. Donc tout d'abord, merci à Mathieu qui nous a récupéré ses unpopular opinions et qui a envoyé des bons trucs. Merci à Nogodi. Et j'en lâche une petite que Mathieu, tu nous as pas dit, c'est l'équipe de France prend plus de rouge que Depardieu. Celle-là, elle aurait pu passer, elle m'a fait plaisir. Elle est marrante là, ouais, j'avoue. Alors, si vous me suivez mais que vous connaissez pas Nogodi, il est présent sur YouTube aussi, sur Instagram et TikTok. Il a des contenus franchement qui sont super, c'est-à-dire qu'au début c'était beaucoup d'unpopular opinion, etc., des petits sujets pour rigoler, et maintenant il commence à réellement rentrer dans le débat avec des réflexions construites, etc., sur tout ce qu'il fait. C'est plus juste des petits trucs comme des petites vidéos comme on fait là juste pour se fendre la gueule, et franchement c'est top, donc n'hésitez pas à le suivre. J'essayerai d'y penser, de mettre ton lien dans la description, mais une fois sur deux j'oublie ce genre de truc, mais sinon vous tapez Nogodi sur Instagram, TikTok ou YouTube et vous allez le retrouver. Merci beaucoup, merci pour la promo, ça fait bien, merci pour l'invitation, j'aime beaucoup ce concept là et c'était très cool de le faire avec toi, donc merci. Allez, topette tout le monde.